Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Notre cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, radikoun le passage du MCD au script pour SQL Server. Ça veut dire, on va partir du modèle conceptuel de données jusqu'à le script de création de notre base de données en utilisant le SQL Server. On va reprendre l'exemple déjà vu la séance précédente, soit le MCD ou le modèle conceptuel de données suivant. On a une entité stagiaire identifiée par le matricule contenant les champs suivants ou les attributs suivants: nom, prénom, date de naissance et adresse. Ainsi, on a l'entité livre identifiée par un code de livre, un titre, un nombre d'exemplaires et un auteur. On a l'entité section ou pronom ou classe, ces sections, code section, date début de formation, date de fin de formation. On a une relation empruntée entre le stagiaire et le livre. C'est le stagiaire qui emprunte un livre. Bon, la relation contenant les champs et les attributs date emprunt et date restitution. C'est une relation 0,1 côté stagiaire et 0,1 côté livre, parce qu'un stagiaire peut ne pas emprunter de livres, ainsi qu'un stagiaire peut emprunter plusieurs livres. La même chose pour le livre. On a un livre qui peut ne pas être emprunté, jamais ne soit emprunté, comme un livre peut être emprunté à plusieurs reprises. La même chose côté stagiaire et section. Un stagiaire est inscrit dans une section. Un stagiaire peut être inscrit dans une seule section. Par contre, une section peut ne pas avoir de stagiaire ou avoir plusieurs stagiaires. Pour passer du MCD, c'est le modèle conceptuel, pour passer au MLD, on va procéder comme suivant. On va décomposer ce MCD partie par partie. On va prendre la première partie. C'est la partie où il y a l'entité stagiaire avec l'entité livre. On a une relation empruntée comme déjà vu. Cette relation est de type pair-pair. Pourquoi pair-pair? Puisque le maximum côté stagiaire c'est n, la même chose le maximum c'est n côté livre. Alors on dit que c'est une relation de type pair-pair. Pour les règles de passage du MCD au MLD, la première chose, chaque entité devient une table. Les propriétés deviennent des attributs et l'identifiant devient une clé. Alors on aura la table stagiaire, le même contenu, ça veut dire les mêmes propriétés sont devenues des attributs. On appelait ça entité stagiaire. Par contre, au niveau du MLD, on appelle table stagiaire. Le champ matricule était appelé identifiant au niveau de l'entité stagiaire, mais au niveau du MLD, on l'appelle le champ clé. On a toujours la même chose pour la table livre. La deuxième règle à appliquer, lorsqu'on a une relation contenant des champs ou une relation de type pair-pair, on crée une table supplémentaire. On crée une table supplémentaire ayant comme clé primaire la concaténation des deux clés, la concaténation, ou on appelle ça la concaténation ou une clé composée. On va prendre la clé matricule ainsi que la clé code livre. On aura une table T empruntée. Comme clé, elle aura code livre et matricule, et les champs qui existaient déjà auparavant, date emprunt et date restitution, resteront comme attributs. La deuxième partie, c'est entre la table ou l'entité stagiaire et l'entité section. C'est une relation de type père-fils. Pourquoi père-fils? Puisque on a un n de maximum côté section et un 1 maximum côté fils. On a déjà expliqué ça. Une section peut ne pas contenir de stagiaires. Pour cela, on a mis un 0. Comme elle peut contenir plusieurs stagiaires. Pour cela, on a mis un
N. Par contre, un stagiaire peut s'inscrire uniquement dans minimum une section et maximum dans une seule section. Pour cela, on appelle cette relation, c'est une relation de type père-fils. Pour le passage, pour l'application des règles de passage, la même règle, chaque entité devient une table, les propriétés deviennent des attributs et l'identifiant devient la clé de la table. On aura alors la table section, le même contenu reste. On a la table stagiaire avec le même contenu, mais dans une relation de type père-fils, la clé de la table père est dupliquée et migrée vers la table fils. On a le champ ou l'attribut ou le clé code section. On va le dupliquer et le rajouter à la table stagiaire. Et ainsi, on a créé notre ML. Pour finaliser, on aura la table stagiaire avec matricule comme clé. Le nom, le prénom, date de naissance, adresse, les mêmes champs, les mêmes attributs restent, ainsi que le code section est désigné comme clé étrangère. Pour désigner une clé étrangère, on garde le même nom, précédé par le symbole dièse. On a aussi la table section avec ce même contenu, la table livre avec son même contenu, code livre, titre, nombre d'exemplaires et auteur. On a la table empruntée qui est créée, qui est ajoutée, avec un code section et matricule comme clé primaire et en même temps sont des clés étrangères puisque le code section, c'est le même code de la table section, c'est la même clé à la table section, ainsi que le matricule, c'est le même code ou la même clé de la table stagiaire. Sachant que au niveau du dictionnaire de données, on a déjà recueilli les informations de chaque type. On a par exemple le champ matricule. Le type tau c'est un varchar. La taille c'est 6. C'est une clé primaire. Le champ nom ou l'attribut nom, toujours il du un varchar. Pourquoi on a mis un varchar? Puisqu'il peut contenir des lettres. La taille, c'est 30 caractères, doit contenir une valeur. On ne peut pas trouver un stagiaire ou un lecteur qui n'a pas de nom. La même chose pour les autres champs ou les autres attributs. Alors, pour la création de la table stagiaire au niveau du SQL Server, la syntaxe est la suivante. C'est create table, table stagiaire, on ouvre une parenthèse, on introduit les attributs l'un après l'autre, en indiquant pour chaque attribut le type, la taille et des contraintes. Sachant sans oublier que après chaque attribut, on doit mettre un virgule. Alors, pour plus de détails, on a l'instruction create table. C'est l'instruction de la création de la table. La table T stagiaire, c'est le nom de la table. Le nom de la table est donné par l'utilisateur ou par le concepteur. Les champs, les attributs, les noms des attributs, le type de l'attribut et la taille si nécessaire. Remarquez par exemple que le champ date de naissance ou l'attribut date de naissance qui est de type date ne demande pas de taille. Pour cela, on a dit si nécessaire. Les contraintes. On a dit au préalable que le champ ou l'attribut nom doit contenir une valeur. On ne peut pas trouver un stagiaire ou un élève ou un lecteur qui n'a pas de nom. Pour cela, on a ajouté la contrainte note nulle pour indiquer que ce champ doit contenir une valeur. On a la contrainte primary key pour indiquer que c'est la clé primaire. Bon, on ne doit pas oublier les virgules entre chaque champ, ainsi que le point-virgule après chaque instruction. Pour la table T-section, on va faire la même chose. Create table, le nom de la table c'est T-section. Code section, ça veut dire le champ.
le type, la taille et une contrainte s'il y en a une. La même chose pour la table des livres, create table. On ouvre la parenthèse, les attributs TONA, les attributs. Chaque attribut, on précise le nom de l'attribut, le type de données, la taille et des contraintes s'il y en a. Pour la table empreinte, on remarque que pour la création de la table empreinte, on aura besoin de créer deux primary keys. Le problème qui se pose, c'est que le SQL Server ne permet pas cette structure de données. Alors, pour faire, il faut premièrement ajouter la contrainte note nulle pour les champs clés. Deuxièmement, on va créer une contrainte clé primaire autrement. Pour créer cette contrainte clé primaire, on va utiliser l'instruction suivante. Alter table, le nom de la table, add constraint, un nom du contrainte, primary key, c'est le type de la contrainte, et les champs clés. Plus de détails. L'instruction alter table, c'est pour apporter des modifications sur la structure d'une table après sa création. T-empreinte, c'est le nom de la table qu'on veut modifier la structure. Add constraint, c'est pour ajouter une contrainte. PKT empreinte, c'est le nom de la contrainte. Ce nom est donné par l'utilisateur. De préférence, on utilise des noms significatifs. Primary key, c'est le type de la contrainte. Ici, on veut créer une contrainte de primary key. Ça veut dire de clé primaire. Le code livre et le matricule, c'est les attributs de la clé table. On remarque aussi que pour la table stagiaire et la table section, ce sont deux tables reliées entre eux par le champ code section. Cela veut dire que le code section fait référence, le code section de la table stagiaire fait référence au code section de la table section. Cette relation, on appelle une contrainte référentielle. Pour la création de la référence, on utilise l'instruction alter table. T stagiaire, add constraint, un nom, FK c'est pour foreign key, T stagiaire, code section, c'est un nom donné par l'utilisateur. Foreign key pour indiquer qu'on va ajouter un foreign key, ça veut dire une clé étrangère. Bon, pour plus d'explications, on a l'instruction alter table. C'est pour apporter des modifications sur la structure d'une table après sa création. La table, plutôt T stagiaire, c'est le nom de la table qu'on va modifier sa structure. C'est la table fils ou la table esclave. C'est la table qui va recevoir les données. L'instruction add constraint est utilisée pour ajouter une contrainte. Bon, le nom FK, T stagiaire, code section, c'est un nom de contrainte. Il est donné par l'utilisateur. De préférence, on utilise des noms significatifs. L'instruction foreign key, c'est pour indiquer le type de la contrainte qu'on veut ajouter. Ici, on veut ajouter une contrainte de clé étrangère. Le code section, c'est le champ qui appartient à la table esclave qui va recevoir les valeurs. T section, c'est la table mère, ou plutôt la table père ou la table maître. C'est la table qui va donner les valeurs. Le champ code section, c'est le champ, c'est l'attribut qui relie les deux tables. Et c'est lui qui va contenir les valeurs. Remarque, l'attribut de la table maître et celui de la table esclave peuvent ne pas avoir le même nom. Dans notre cas, on a utilisé le même nom, code section, code section. Mais on aurait pu, par exemple, nommer code section et l'autre le nommer numéro de section, par exemple. Ça veut dire un nom différent. Mais ce qu'il faut vraiment y avoir, il faut qu'ils y aient le même type de données
et la même taille. On ne peut pas, par exemple, déclarer code section de type un varchar de taille 10. Par contre, au niveau de la table section, on utilise code section de type varchar ou de type integer, int, avec une autre taille. Il faut qu'il y ait le même type et la même taille. Pour mieux comprendre la remarque précédente, on aura affaire à 4 cas. Le premier cas, c'est l'instruction de création de la table stagiaire, ainsi que l'instruction de création de la table T-section. On remarque que le code section, on a gardé le même nom pour les deux attributs, que ce soit au niveau de la table stagiaire et au niveau de la table section. On a gardé le même nom, on a gardé le même type et on a gardé la même taille. Dans ce cas, l'exécution ou la création des tables s'effectue normalement sans aucun problème. Cela pour le premier cas. Le deuxième cas, on a toujours l'instruction de création de la table stagiaire, l'instruction de la création de la table section, mais dans ce cas, on a modifié le nom de l'attribut. Au niveau de la table stagiaire, on a gardé code section. Par contre, au niveau de la table section, on a modifié le nom. On l'a remplacé avec ref, ça veut dire référence section. On a gardé le même nom, plutôt le même type de données et la même taille de données. Ces modifications seront exécutées sans aucun problème à condition de modifier même au niveau de la contrainte. Le alter table pour la création de la contrainte, on a modifié le nom référence section même au niveau de la contrainte, la création de la contrainte. Dans ce cas, l'instruction s'exécute sans aucun problème. Malgré, on a modifié le nom. Le troisième cas, toujours l'instruction de création de la table stagiaire, l'instruction de création de la table section. Dans ce cas, on a gardé le même nom, on a modifié le type. On a différents types par rapport aux deux tables. La première table, on a utilisé le champ n varchar. Par contre, dans la deuxième table, on a utilisé le champ varchar. Malgré qu'on a gardé la même taille, le même nom, la même taille, mais avec un champ, un type de données différent, cette instruction va causer un problème et ne va pas s'exécuter. Le quatrième cas, on a toujours l'instruction de création de la table stagiaire, l'instruction de création de la table section. On a gardé le même nom, on a gardé le même type, on a modifié la taille. On a utilisé différentes tailles. Cette instruction ne va pas exécuter la création de la contrainte à cause de cette différence de taille. Elle va causer un problème au niveau de la création de la taille, de la contrainte qui va relier les deux tables. Pour les autres champs, plutôt pour les autres tables, on utilise la même chose. On a la table livre et la table emprunt qui sont reliées, qui font référence par le code livre. Pour la création de la contrainte, on utilise la même instruction alter table t empreinte, add constraint pour ajouter une contrainte, le nom de la foreign key, le type de la contrainte c'est foreign key, le champ qui relie les deux tables c'est code livre, il fait référence à la table livre, le champ code livre. La même chose entre table emprunt et la table stagiaire, on a le matricule, c'est le champ qui fait référence. Et toujours pour la création de cette référence, on utilise la même instruction. Alter table, t empreinte, add constraint, le nom de la contrainte, le type c'est foreign key, le champ matricule qui fait référence à la table stagiaire, le type ou l'attribut matricule. Mais avant la création de la table, il faut avant tout créer la base de données. Pour créer la base de données, pour la création d'une base de données, on utilise l'instruction simple
create database, suivi d'un espace, suivi du nom de la base de données. Dans notre cas, on a utilisé ou là, on a proposé le nom BDD, c'est-à-dire base de données exercice. On n'oublie surtout pas le point virgule pour forcer, après la création de la base de données, pour forcer le système à utiliser cette base de données, on utilise l'instruction use, le nom de la base de données. Avant de passer à la partie pratique, j'ai créé un fichier dont j'ai rassemblé toutes les instructions. Alors, on a l'instruction de la création de la base de données et le uses, ainsi que les instructions de création de toutes les tables. La table stagiaire, la table section, la table livre et la table empreinte. Ensuite, j'ai créé automatiquement, j'ai rassemblé les contraintes. La première contrainte, c'est pour la création du foreign key qui relie la table stagiaire avec la table section. La deuxième contrainte, c'est la contrainte de création du primary key pour la table T empreinte. La troisième contrainte, c'est la création du foreign key qui relie la table livre avec la table emprunt en utilisant l'attribut code livre. La quatrième contrainte, c'est la contrainte de création du foreign key, toujours de la clé étrangère, du foreign key qui relie la table emprunt avec la table stagiaire. On va passer maintenant à la partie pratique. Alors, après avoir lancé le SQL Server Management Studio, on doit se connecter à notre serveur. Une fois l'instruction de connexion est effectuée, on remarque, bon, je vais créer une nouvelle requête. Le fichier que j'ai déjà copié auparavant, je vais le coller ici. On a juste reproduit les mêmes instructions, création de la base de données, le uses, la création des différentes tables, ainsi que la création des contraintes. Pour le moment, on va utiliser instruction par instruction. Alors, je vais sélectionner la première instruction de la création de la base de données et je vais cliquer sur exécuter. On remarque que la commande est réussie. Si on vient au niveau des bases de données de notre serveur, là voilà, c'est notre base de données BDD exercice. Au niveau des tables, il n'y a pas de table, uniquement les tables système. Bon, la deuxième instruction pour le uses, base de données. Une fois on exécutera cette instruction, la base de données va changer au niveau de cette case. On va exécuter, voilà. On remarque que la base de données en cours d'utilisation, c'est la liste des bases de données au niveau de notre serveur. La base de données qu'on va utiliser, c'est BDD exercice. On va créer maintenant la première table. Voilà. On sélectionne, on exécute. Voilà, commande réussie. Au niveau de la table, bon, c'est les tables système, je vais actualiser. On va revérifier. Là, voilà, c'est notre base de données T stagiaire. On va remarquer une chose au niveau des clés. Il y a la clé matricule. Voilà. Au niveau des clés, là voilà si. Le nom de la contrainte est donné par le système. PKT stagia O0FB9 et ainsi de suite. C'est le nom de la contrainte. Cette contrainte est donnée, ce nom est donné par le système. Pourquoi? Parce que la création du primary key s'effectue automatiquement. Bon, on revient. La création de la deuxième table. On lance l'exécution. Commande réussie. On va actualiser toujours la liste des tables. Là, voilà, c'est notre deuxième table. Avec toujours la clé PKT section et ainsi de suite. Le nom est donné par le système. On va
On va créer la troisième table. On va sélectionner et exécuter. Toujours commande réussie. On va actualiser, voilà, la table livre. La table livre, la voilà ici. On va passer à la table emprunt. On va exécuter la table emprunt plutôt. On revient pour actualiser. Là, voilà la table emprunt. Alors, on remarque que la table emprunt, puisqu'on n'a pas déclaré de primary key, pour le moment, la liste des clés est vide, ainsi que la liste des contraintes, il n'y a pas de contraintes. La liste des colonnes, c'est code livre, c'est matricule, c'est date emprunt, c'est date restitution, avec les informations données au préalable. Un varchar pour le code livre, la voici, un varchar de taille 10, la contrainte note nulle, la voilà, sinon nulle. Même chose pour le matricule, même chose pour la date d'emprunt, même chose pour date restitution. Remarquez que il a ajouté l'instruction, la contrainte nulle, parce qu'on n'a pas précisé que note nulle. Ce champ ou cet attribut doit être un note nulle. Alors, on va passer maintenant à la création de la contrainte. La première contrainte, c'est AltTable T stagiaire. Alors, elle va être exécutée au niveau de la table stagiaire. Add contrainte, un foreign key. C'est un foreign key qui relie le code section de la table stagiaire avec le code section de la table section. Avant l'exécution de cette instruction, on va vérifier au niveau de la table stagiaire s'il y a des contraintes. Il n'y a pas de contraintes déclarées. Après l'exécution de cette ligne, voilà, commande exécutée, réussi, on va actualiser toujours. On va actualiser. Après l'actualisation, on va revérifier les clés. Voilà. On a la foreign key. La voilà, c'est notre foreign key. FK T stagiaire code section. Avec ces mêmes noms. FK T stagiaire code section. C'est bon? On va terminer la création des autres contraintes. Voilà, commande réussie. On a modifié maintenant une contrainte au niveau de la table empreinte. On va revérifier la table empreinte. Alors, une autre petite actualisation. Voilà, un foreign key. Auparavant, il n'y avait pas plutôt de primary key au niveau de la table empreinte. On vient juste de le créer avec un nom PK T emprunt. Le voilà, si le nom. C'est pour cela on a dit que de préférence, on utilise des noms significatifs. PK c'est pour primary key et T emprunt c'est la table emprunt. T emprunt, notre table T emprunt. C'est bon? On va terminer avec la création plutôt de la deuxième contrainte, l'avant-dernière contrainte réussie, et la dernière contrainte, elle est toujours, voilà, réussie. Maintenant, on a créé notre base de données en fonction du modèle déjà donné auparavant. Une petite remarque. Je vais essayer de supprimer cette base de données. La base de données exercice, pour la supprimer, soit on clique sur le bouton droite, on utilise supprimer. Voilà, ok. C'est une tentative de suppression de la base de données BDD exercice. Normalement, elle va échouer, cette tentative, pour la simple raison
que le nom de la base de données est toujours configuré ici. Voilà. Une erreur s'est produite. Impossible de supprimer cette table. Alors, pour supprimer cette table, on va utiliser une autre instruction. On va essayer de modifier ou d'utiliser une autre base de données. Use data base model ou master par exemple. Use master. Voilà. On va exécuter cette instruction. Voilà, le nom de la base de données est changé ici. Maintenant, on peut facilement supprimer une base de données en utilisant l'instruction drop database et son nom. BDD exercice. Là, voilà. On va exécuter l'instruction commande réussie. Au niveau de la liste des bases de données, on va effectuer une actualisation. La base de données n'est plus là. Alors, pourquoi j'ai créé puis j'ai supprimé la base de données? Pour la simple raison qu'on peut utiliser directement les instructions. Remarquez, la base de données n'existe pas. Assurez-vous que le nom était saisi correctement. Pour la simple raison, use, voilà, elle n'est pas disponible. On va la recréer. Recréer la base de données, c'est bon. On va la réutiliser, c'est bon. Voilà. Et maintenant, je peux lancer directement l'exécution de toutes ces instructions. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de les sélectionner instruction par instruction. C'était juste pour montrer l'exécution. Là, voilà. On a créé notre base de données BDD exercice. On a créé les tables. Et on a créé pour chaque table ses contraintes, que ce soit la primary key ou la foreign key.